Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais refaire une vidéo court, on va dire, enfin révision. J'ai déjà sorti une vidéo sur le concubinage, je révise mon cours sur le concubinage et j'ai vu que j'ai eu plusieurs demandes après qui me demandaient de refaire la même chose avec de nouveaux sujets, le PACS, le mariage, le divorce, etc. Et maintenant que je me suis imposé ce rythme de une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi, donc 2 vidéos par semaine, j'avoue que parfois je bloque un petit peu parce que je sais plus vraiment quoi sortir le samedi ou le mercredi. Je suis une fille qui a pas beaucoup d'imagination, donc du coup j'ai du mal à trouver les idées de vidéos. Donc du coup quand on m'a proposé ça cette semaine, je me suis dit ok, super bonne idée, aujourd'hui on va parler de droit de la famille. Du coup j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui et aujourd'hui on va parler du PACS parce qu'en fait le PACS c'est un sujet très général, il y a beaucoup de choses à dire sur le PACS. J'ai dû choisir entre soit faire une vidéo de environ 1 heure sur le PACS où je dis tout, soit faire 3 vidéos avec les 3 grands sujets du PACS, on va dire, c'est-à-dire la formation du PACS, comment conclure un PACS tout simplement. Deuxième partie, les effets du PACS, donc les effets patrimoniaux, donc sur tes biens, ton patrimoine, et les effets extra-patrimoniaux, fidélité, secours, assistance, etc. Et troisième partie, ça va être la rupture du PACS, donc la dissolution, comment on fait pour rompre un PACS. Dans cette vidéo, ça va être la première partie sur le PACS, donc comment conclure un PACS tout simplement, donc qui peut conclure un PACS, comment on fait pour rédiger les contrats de PACS, etc. etc. Parce que comme ça fera des vidéos un petit peu moins longues parce que sinon ça va être juste interminable et vous allez décrocher. Alors encore une fois, petit disclaimer, je ne suis pas professeure, je suis simplement étudiante en droit, je rentre en 2e année de droit, je suis un bébé de la fac de droit. Donc je dis ce que j'ai appris ou en tout cas ce que j'ai compris. Après, n'apprenez pas votre cours à partir de ce que je vous dis. Si vous avez un partiel dans cette matière-là, apprenez depuis vos cours à vous, pas depuis ma vidéo, parce qu'il peut y avoir des erreurs, etc. Même si normalement c'est pas le cas. Bon, après toutes ces bonnes paroles, je pense qu'il est temps de passer au concret et c'est parti. Let's go! Ok, donc tout d'abord, bien sûr, on va donner la définition du PACS. Donc le PACS, ça veut dire, je sais pas si vous le saviez, mais ça veut dire pacte civil de solidarité. En fait, le pacte civil de solidarité, c'est un contrat. C'est vraiment un contrat entre 2 personnes et il faut que les 2 personnes soient majeures, donc il y a une condition d'âge, c'est-à-dire il faut que les 2 personnes aient chacune 18 ans. Et il n'y a pas de condition de sexe, c'est-à-dire que le pacte civil de solidarité à la base, quand il a été créé, donc en 1999, il a été créé justement pour permettre en fait aux personnes homosexuelles d'avoir un cadre juridique, encadrer leur vie commune, parce que à cette époque-là, le mariage homosexuel n'était pas autorisé, puisqu'il a été autorisé qu'en 2013. Voilà, et en fait la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, considérait que tous les humains, peu importe leur orientation sexuelle, devaient avoir le droit à un cadre juridique pour encadrer tout simplement leur vie commune. Donc il fallait trouver quelque chose, on va dire, pour les couples homosexuels, étant donné qu'à cette époque-là le mariage n'était pas autorisé. Donc ils ont créé le PACS. Le PACS, en fait, ça donne un cadre juridique précis au couple et plus libre par rapport au mariage. Vous verrez, il y a quand même beaucoup de différences avec le mariage, on en parlera dans la suite des vidéos. Maintenant, qui peut conclure un PACS? Tous les couples peuvent s'engager dans un PACS, sauf en cas d'empêchement légal. Donc les empêchements légaux, il y en a 2 principalement, donc il y a la bigamie et l'inceste. Concernant la bigamie, alors si l'une des personnes est déjà mariée ou alors a déjà conclu un PACS avec quelqu'un d'autre, il ne peut pas se paxer avec la personne avec qui il souhaite se paxer. Il faut d'abord soit divorcer, soit dissoudre le PACS qu'on a déjà conclu avec quelqu'un d'autre. Et concernant l'inceste, alors l'inceste, on ne peut pas se paxer entre membres d'une même famille, donc entre ascendants et descendants en ligne directe, c'est-à-dire avec tes parents, donc entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants. Également entre alliés en ligne directe, donc ça c'était beaux-parents, et aussi entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus, c'est-à-dire frères et sœurs, oncles et tantes et neveux et nièces. Ça va en fait jusqu'à ton cousin, donc tu peux te paxer et tu peux te marier avec ton cousin, mais au-dessus, oncle et tante, tu peux pas. Concernant la question du coup des majeurs protégés, donc les majeurs sous tutelle et les majeurs sous curatelle, alors ça c'est une question qui évolue pas mal. Donc concernant les majeurs sous tutelle d'abord, donc les majeurs sous tutelle peuvent conclure un PACS avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. C'est l'article 462 du code civil. Cet avis est cependant purement consultatif, ça te lie pas dans ta décision. Concernant les majeurs sous curatelle, alors les majeurs sous curatelle ne peuvent signer une convention de PACS, on va voir ce que c'est après,
qu'avec l'autorisation de leur curateur. C'est l'article 461 du Code civil. Voilà pour les grandes généralités sur le pacte civil de solidarité. Maintenant, on va voir concrètement comment conclure un pacte. Donc il y a 3 étapes. D'abord, il va falloir rédiger la convention, donc le contrat. Ensuite, il va falloir enregistrer le PACS et ensuite, il va falloir faire la publicité du PACS. On va voir ces étapes une par une. Donc tout d'abord, pour rédiger un contrat de PACS. Donc pour conclure un PACS, les futurs partenaires doivent établir une convention écrite qui est destinée donc à organiser leur vie commune. Cette convention peut prendre elle peut prendre 2 formes. Soit ça va être un acte sous signature privée. Donc là concrètement c'est un acte rédigé et signé avec ton conjoint sans la présence d'un notaire, ou soit par un acte notarié, donc c'est-à-dire fait par le notaire. Donc lorsqu'elle est établie par acte sous signature privée, donc sans notaire, la convention doit être écrite en français et signée par les 2 partenaires. Elle peut être manuscrite ou dactylographiée. Elle doit en principe être rédigée en au moins 2 exemplaires, c'est l'article 1375 du Code civil. Et pour assurer sa conservation, le mieux c'est de faire un 3e original et de le déposer chez un notaire pour être sûr qu'on ne va pas le perdre, etc. Si c'est un acte notarié, c'est-à-dire fait par le notaire, alors ça présente plusieurs avantages. C'est plus cher parce que du coup il faut compter environ 300-400 € pour l'écrire. Donc il assure une meilleure information des partenaires sur la portée de leur engagement bien sûr, garantit que la convention ne sera pas perdue et évite aux partenaires de se rendre devant l'officier d'état civil, donc souvent c'est les maires, pour faire enregistrer le PACS puisque le notaire va tout faire d'un coup. Il va faire la première étape rédigée et ensuite il va enregistrer. Alors que si vous faites sous signature privée, on va en parler après, vous faites cette étape-là, mais après vous allez devoir aller devant un officier d'état civil pour le faire enregistrer. Donc le contenu de la convention de PACS. Les partenaires sont libres quant au contenu de la convention. Celui-ci peut être réduit au strict minimum, donc vous dites nous, nom, prénom, date de naissance, concluons un pacte civil de solidarité régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil. Mais il est préférable que la convention contienne d'autres clauses. Donc vous pouvez faire un truc tout simple, mais en soi c'est mieux de organiser toi-même ce que tu veux. Par exemple les modalités de l'aide mutuelle et matérielle, la contribution en charge du ménage. S'ils le font pas, ça va être déterminé par la loi, c'est-à-dire proportionnel à leurs facultés respectives. Le régime qu'ils adoptent pour les biens, parce qu'il y a plusieurs régimes. Tu peux choisir soit le régime légal de la séparation des biens, soit l'indivision. On verra ça un petit peu après je pense. Et si rien n'est prévu, le régime légal par défaut, c'est celui de la séparation de biens. Donc en cas d'adoption du régime de l'indivision, la convention peut prévoir les modalités de gestion des biens indivis. Donc vous choisissez ce que vous mettez dans votre convention de PACS. Par contre, il y a quand même des limites, vous pouvez pas mettre tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez pas prévoir par exemple une clause qui supprime l'obligation d'entraide, qui restreint la libre faculté de révoquer le PACS. Donc vous pouvez pas dire il n'aura pas le droit jusqu'à 2025 de me quitter. Non. On peut pas non plus écrire, écarter la possibilité d'obtenir de l'autre une indemnisation en cas de rupture, ça c'est pas possible non plus. Si la convention sous signature privée contient des clauses qui sont contraires à l'ordre public, alors l'officier d'état civil va enregistrer le PACS, mais il va saisir le procureur de la République. Voilà pour les grandes formalités au niveau de la rédaction du PACS. La deuxième étape pour conclure un PACS, ça va être de l'enregistrer. Une fois que la convention a été établie, le PACS il doit être enregistré. C'est l'article 515-3, de toute façon vous verrez dans le Code civil, c'est de 515-1 à 515-6 ou 7 je crois, c'est que des articles sur le PACS. C'est à compter de cet enregistrement-là que le PACS va prendre effet pour les partenaires. Ça c'est l'article 515-3-1 alinéa 2. Si la convention cette fois est notariée, alors c'est le notaire qui a rédigé le PACS qui va recueillir la déclaration conjointe des partenaires et enregistrer le PACS dans un registre spécifique selon une procédure fixée par décret. Si le contrat de PACS a été établi sous signature privée, alors les partenaires doivent, et ça c'est depuis le 1er novembre 2017, se présenter devant l'officier d'état civil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de la commune dans laquelle ils ont fixé leur résidence commune. Avant cette date, l'enregistrement des PACS relevait de la compétence des greffes des tribunaux d'instance. Petite exception, si les personnes ne peuvent pas se rendre, ne peuvent pas se déplacer en raison d'un empêchement grave, par exemple qui sont détenus en prison, ou alors qui sont gravement malades, hospitalisés, etc. Alors l'officier d'état civil peut se déplacer directement. Bon, après il y a des règles spécifiques pour les majeurs qui sont nés, enfin les partenaires
On appelle ça toujours des partenaires, ce qui est conclu un Pacs. Pour le Pacs, on va parler de partenaires. Pour le mariage, par exemple, on va parler d'époux. Donc il faut faire attention à son vocabulaire. Pour les partenaires qui sont en nationalité étrangère et nés à l'étranger, il y a des règles spécifiques avec des documents supplémentaires qu'il faut aussi apporter. Donc l'officier d'état civil, il va enregistrer la déclaration des partenaires, donc si c'est un acte sous signature privée, sous forme dématérialisée, donc c'est une application informatique qui s'en occupe très sincèrement. Et si l'officier d'état civil refuse d'enregistrer le Pacs parce qu'il considère que les conditions ne sont pas remplies, qu'il y a un empêchement légal dont on a parlé tout à l'heure, ou qu'il y a un cas d'incapacité, alors il doit prendre une décision motivée qu'on appelle d'irrecevabilité et en mettre une copie au partenaire. Et il est possible de contester le refus d'enregistrement en saisissant en référé. Le référé, c'est une procédure d'urgence que vous allez faire quand vous avez besoin d'une réponse très rapide devant le tribunal. Il est possible ici de saisir le président du tribunal de grande instance, donc maintenant ça doit être le tribunal judiciaire, ou son délégué, pour contester cette décision de l'officier d'état civil de refuser l'enregistrement du Pacs. Vous pouvez le faire en référé. On va passer à la dernière étape qui est assez courte en soi, c'est de faire la publicité du Pacs. Et c'est une étape très importante. Ça, c'est ce qui va permettre en fait au Pacs de devenir opposable aux tiers. C'est-à-dire que quand vous enregistrez le Pacs, les effets du Pacs, dont on va parler sans doute la semaine prochaine ou dans une prochaine vidéo spécialement dédiée aux effets du Pacs, prennent effet le jour de l'enregistrement du Pacs. Donc soit l'enregistrement devant l'officier d'état civil, soit devant le notaire, qui le fait en même temps que rédiger la convention. Par contre, il ne prend pas effet aux tiers, c'est-à-dire aux autres personnes, à vos proches, qui auraient, par exemple, je sais pas, à soulever une irrecevabilité. Il y a plusieurs actions possibles pour les tiers. Le Pacs ne prend pas effet pour les tiers au moment de l'enregistrement, alors qu'il le prend pour les partenaires. Il prend effet pour les tiers au moment de la publicité du Pacs. La date n'est pas la même, donc il faut faire attention aux problèmes de procédure. Donc, une fois le Pacs enregistré, l'officier d'état civil ou le notaire va se charger de faire mentionner, donc c'est ça qu'on appelle la publicité, en fait c'est qu'il va faire mentionner sur les actes de naissance des partenaires le Pacs avec l'indication de l'identité de leur partenaire. Donc sur ton acte de naissance, l'officier d'état civil ou le notaire va marquer tel jour conclut un Pacs avec patati patata. C'est l'article 515-3-1 alinéa 2 du fameux code civil. Voilà, c'était une vidéo assez courte, assez simple je pense à comprendre, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue comme je vous l'ai dit en intro, on va faire en 3 parties. La prochaine fois on va parler des effets du Pacs, on va aussi parler plus des régimes. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il y avait 2 régimes possibles. Dans le mariage il y en a 4, dans le Pacs il y en a 2, soit l'indivision, soit la séparation de biens. Et le régime par définition c'est la séparation des biens, si vous vous souvenez bien. Donc on va parler un petit peu plus spécifiquement de, des différences tout simplement entre les 2 régimes. Je vous invite à suivre cette petite série, voilà, je me transforme en Netflix du droit. Donc j'espère vraiment que ce nouveau format de vidéo un petit peu plus court sur une thématique plus spécifique ou en plusieurs morceaux de vidéo on va dire sur un grand sujet comme celui du Pacs ou plus tard peut-être le mariage ou le divorce vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé, si ça vous a appris des choses. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura intéressé. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, prenez soin de la nature, des animaux, de vos proches, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. A bientôt dans une prochaine vidéo.